Voilà, donc bonjour à tous. Nous débutons le webinaire de Bru Partners, le Conseil économique et social bruxellois, sur l'encadrement des loyers à Bruxelles. Vous savez tous, en tout cas nous savons tous, qu'une ordonnance a été votée il y a quelques semaines. Elle n'est pas encore en vigueur, dans le but de lutter contre les loyers abusifs. Cette ordonnance n'est pas entrée en vigueur, mais c'est peut-être le moment d'en dire peut-être quelques mots. Personne ne prétend que cette ordonnance va résoudre tous les problèmes dans la mesure où elle concerne en fait les loyers qu'on peut considérer comme abusifs par rapport à l'état du marché. Si le marché en tant que tel est exubérant, ce n'est pas vraiment cette loi-là qui va permettre d'y remédier. Et par ailleurs, ce n'est pas cette loi-là qui va permettre non plus de remédier au problème de la distorsion qui peut exister entre le montant des loyers pratiqués à Bruxelles et les revenus des Bruxellois. D'où la question se pose, surtout dans un contexte d'inflation comme on le connaît maintenant. Faut-il intervenir pour encadrer les loyers? Je crois que pour en parler, nous ne pouvions pas trouver de meilleur présentateur, de meilleur orateur que le professeur Nicolas Bernard, qui à la fois a, me semble-t-il, la suffisante distance académique par rapport aux thèses des uns et des autres, mais en même temps est quand même engagé sur le sujet. Je crois que Nicolas Bernard est professeur à la faculté de droit, il enseigne le droit des biens, entre autres, mais c'est d'une façon générale un des spécialistes reconnus en Belgique et certainement à Bruxelles, sur la question du logement. Moi je ne vais pas introduire plus loin, je lui laisse d'emblée la parole. Je rappelle éventuellement, c'est évidemment pas toujours les mêmes personnes qui assistent à nos webinaires. Le système que nous utilisons ne permet malheureusement pas de s'exprimer en direct et rend en fait très difficile même de s'exprimer verbalement. Les personnes qui souhaitent poser des questions ou au fond quelque part intervenir dans le débat sont invités à utiliser le bouton questions qui chez moi s'affiche, je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, s'affiche en bas de l'écran. C'est l'avant-dernier bouton à droite, le bouton question. Ça, c'est pour intervenir dans le débat ou poser des questions. Et alors, le tout dernier bouton à droite, qui s'appelle le chat, ça vous permet de chatter éventuellement entre vous ou d'interpeller peut-être le secrétariat par rapport à des problèmes techniques dans le déroulement du webinaire. Et donc, en ce qui concerne le débat ou les questions, vous êtes invités à utiliser le bouton question, qui est l'avant-dernier bouton en bas à droite de votre écran. En tout cas, si votre écran est configuré comme le mien. Voilà. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Nicolas Bernard. S'il vous plaît, on vous écoute avec la plus grande attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots trop gentils à mon endroit. Merci à Bru Partners pour cette très aimable invitation à venir vous entretenir de l'encadrement des loyers à Bruxelles. C'est un sujet sensible, on ne va pas se le cacher. Raison pour laquelle je vais vraiment essayer de rester dans une position médiane. On m'a demandé d'exposer les arguments pour, les arguments contre. Et c'est vraiment ça que je vais m'appeler. Alors, j'ai un fort bruit de sachets qui se chiffonnent. Non, ça va. Et donc, je vais essayer de relayer les arguments pro, les arguments contra, mais quelque part, et le président l'a dit, on est déjà au-delà, puisqu'une ordonnance a déjà été votée en la matière. Il ne s'agit pas de discuter sur l'opportunité d'un encadrement des loyers, mais plutôt d'examiner le contenu de cette ordonnance qui a été promulguée il y a quelques mois et qui, je profite déjà pour préciser cela, et qui, sur certains points, est déjà en vigueur depuis bientôt 4 mois. Voilà, et donc plutôt que de faire des arguments pour et contre, en fin d'exposé, je vais émettre certains questionnements, et dans ces questionnements, il y aura des questionnements qui me sont propres, mais aussi j'en profiterai pour relayer des arguments parfois avancés par les propriétaires
et ou par les locataires, de manière à garder cette posture médiane. Alors, 3 temps de mon exposé, quelques mots de contextualisation, et puis le contenu de l'ordonnance du 28 octobre 2021, et ensuite les questionnements relatifs à celle-ci. Alors, tout d'abord, la contextualisation. Comme on me l'a demandé à Bru Partners, quelques slides en néerlandais pour nos amis néerlandophones. Quel est le problème de départ? Alors, il est assez connu, je ne vais pas m'appesantir dessus. C'est qu'on a à la fois un loyer qui pèse lourdement dans le budget d'un ménage, et là, je vais relayer des chiffres tout à fait officiels de la région bruxelloise, Observatoire des loyers notamment, mais un chiffre de 42% en moyenne du budget qui est affecté au loyer. Non seulement ce loyer est élevé, mais il est en augmentation, puisque toujours par rapport à ces mêmes chiffres, il a augmenté de 20% depuis 2004, et surtout, il augmente plus vite que l'inflation, puisque ces 20% d'augmentation sont calculés en prenant déjà en compte l'inflation. Raison pour laquelle votre conseil, le Conseil économique et social, a déclaré en 2018 que, je cite, l'accessibilité au logement s'est fortement dégradée en région bruxelloise, fin de citation. Et si on ajoute à ça des facteurs démographiques, c'est-à-dire une population qui continue à croître, et des facteurs liés à la construction, c'est-à-dire que le nombre de logements construits ne suffit pas à éponger en quelque sorte cette demande nouvelle en logement abordable financièrement, vous avez un problème qui est assez aigu, et il l'est encore plus en région bruxelloise. Ce problème est exacerbé en région bruxelloise par rapport aux 2 autres régions pour 3 motifs. D'abord, en chiffre absolu, les valeurs du loyer sont plus élevées à Bruxelles que dans les autres régions, mais aussi en valeur relative, c'est-à-dire par rapport au budget d'un ménage, le loyer bruxellois occupe une part plus importante. Pourquoi? Notamment parce que les allocations sociales, elles n'augmentent pas suivant qu'on est à Bruxelles ou en Wallonie ou en Flandre, c'est un niveau uniforme, une allocation uniforme, et donc fatalement, puisque les loyers sont plus chers à Bruxelles, eu égard à l'allocation sociale, eh bien, ce loyer prendra une part plus importante de celle-ci. Et troisième raison, une raison d'ordre quantitatif, c'est que Bruxelles, évidemment, compte beaucoup plus de locataires en termes relatifs que les autres régions. On a 61% de locataires à Bruxelles contre 29% seulement en Flandre et 34% en Wallonie. Alors, on va dire, c'est le propre de toutes les grandes villes d'avoir beaucoup de locataires. Oui, mais malgré tout, on voit que la moyenne des grandes villes en Belgique avoisine les 50%, donc Bruxelles est vraiment significativement au-dessus de cette moyenne liée aux grandes villes. Alors, avant de rentrer dans l'ordonnance, montrer que celle-ci n'est pas aussi révolutionnaire qu'on pourrait le croire, que déjà des prémices se donnaient à voir précédemment, et ça vaut tant pour la lutte en tant que telle contre les loyers abusifs que pour la commission paritaire locative. Donc, quelques rétroactes. D'abord, pour cette lutte contre les loyers abusifs, les premiers travaux relatifs à la grille de loyer datent du début des années 2010-2011, par là. Par ailleurs, en 2013, on a inséré dans le Code du logement l'exigence d'avoir un logement, je cite, abordable financièrement. En 2017, quand la région a adopté son ordonnance en matière de bail, elle a glissé l'idée d'un loyer de référence, encore mentionné à l'époque à titre indicatif, et avant même la publication de cette ordonnance sur le bail, la région prenait un arrêté d'exécution pour mettre en musique cette grille de loyer. On a eu plus ou moins dans les mêmes eaux la subsidiation par la région d'une association d'insertion par le logement dont la mission est d'aller négocier des loyers à la baisse, l'ASBL justement nommé loyer négocié. On a eu aussi début 2019 la première utilisation judiciaire de cette grille dans le chef du juge de paix de Saint-Gilles qui s'est adossé sur cette grille pour rendre une décision ordonnant la restitution d'une partie du loyer aux propriétaires, ce loyer étant exagéré par rapport à l'état du bien. On a eu toujours en 2019 la déclaration de politique régionale, l'accord du gouvernement à Bruxelles qui indiquait expressis verbis la volonté de l'exécutif, je cite, de lutter contre les loyers abusifs. Et on a donc maintenant l'ordonnance de 2021 qui s'inscrit davantage
comme un jalon dans un continuum plutôt que comme une rupture radicale. Et on constate aussi une série de rétroactes pour l'autre grand volet de cette ordonnance qu'est la commission paritaire locative, puisque la première étude en la matière remonte déjà à 2005. Elle a été diligentée à l'initiative d'une ministre fédérale. On a eu une étude plus ou moins équivalente en 2017, mais ici dans le giron de la région bruxelloise. Par ailleurs, depuis plusieurs années, on assiste à l'essor des modes alternatifs de règlement des conflits avec la médiation, par exemple, la conciliation, tout ça le vent en poupe. On a eu une loi de 2018 sur la médiation qui a encore renforcé celle-ci. Par ailleurs, 2019, là aussi, mention dans la DPR de cette commission paritaire locative. Et donc, voilà, on arrive à l'ordonnance du 28 octobre 2021. J'ai dit, il y a deux grands volets, la lutte contre le loyer abusif et la commission paritaire locative, mais à bien y regarder, il y a un troisième volet qui n'est pas si anecdotique, c'est l'affichage du loyer de référence dans le contrat de bail. Donc, examinons d'abord ce premier volet, la lutte contre les loyers abusifs. Qu'est-ce qu'un loyer abusif? Selon la législation, c'est le loyer qui dépasse de 20% le loyer de référence. Il s'agit d'une présomption, mais cette présomption peut être renversée lorsqu'existent des éléments de confort substantiel intrinsèques au logement. Quelle est par rapport à cette définition de loyer abusif? J'oublie de dire qu'il y a une seconde hypothèse du loyer abusif, c'est-à-dire que même si vous êtes dans les canons, dans les clous de la grille, même si votre loyer est conforme, ça ne constitue pas une garantie absolue puisque votre loyer peut être vu comme abusif si le bien, je cite, accuse des défauts de qualité substantielle. Donc voilà pour les deux hypothèses de loyer abusif. Quelle est l'obligation du bailleur relativement à cette définition? Eh bien, elle est claire, il ne peut pas proposer un loyer abusif. Donc, on n'est plus dans l'idée d'un loyer indicatif comme avant. Maintenant, on est dans un registre prescriptif. Le bailleur est tenu de ne pas proposer un loyer abusif. Que se passe-t-il si le bailleur contrevient à cette obligation? Eh bien, l'ordonnance dit que le preneur, le locataire, peut solliciter une révision du loyer. Comment s'introduit cette demande de révision du loyer? On nous dit que s'il s'agit d'un bail de courte durée supérieur à une année, ça veut dire entre 1 et 3 années, cette demande ne peut pas être introduite durant les 2 premiers mois du contrat de bail. Et ce délai d'attente minimal passe à 3 mois si on a affaire à un bail de 9 ans ou plus. Mais ce délai d'attente disparaît si le même bailleur a déjà été contraint dans le passé de réviser le loyer à propos du même bien. Là, dans ce cas-là, on peut introduire cette demande à tout moment, c'est-à-dire dès le début du bail. Quel est l'organe compétent pour introduire cette demande de révision du loyer? Là, il y a 2 voies qui sont ouvertes aux locataires. Tout d'abord, il y a la voie de la commission paritaire locative, sur le détail de laquelle je m'appesantirai dans un instant. La commission paritaire locative va rendre un avis sur, je cite, la justesse du loyer. Elle va, le cas échéant, proposer un loyer révisé et dans la foulée, proposer aussi une conciliation aux parties. Et en cas d'échec de cette conciliation, le juge alors sera saisi, le juge qui alors pourra demander à la commission de lui transmettre l'avis qu'elle avait rendu à l'époque. Ça, c'est la première voie, la voie par la commission, mais le juge peut également faire l'objet d'une saisine directement par le preneur, et là, alors le juge est lui aussi fondé à solliciter un avis à la commission. Quelle est la date de prise d'effet du loyer révisé? C'est-à-dire, à supposer que le juge tranche en faveur d'une révision du loyer, quelle va être la date d'entrée en vigueur? Eh bien, on nous dit que, je vais vous citer le terme exact, le loyer révisé produit ses effets au plus tôt 4 mois avant la date du dépôt de l'acte introductif d'instance. Au plus tôt 4 mois avant la date, ça veut dire que ça ne peut pas être plus tôt, ça veut dire qu'on ne peut pas remonter plus loin dans le temps, donc il y a une certaine rétroactivité qui est donnée à cette décision, mais cette rétroactivité, elle est limitée
dans le temps. Un petit peu mutatis mutandis, comme en matière d'indexation, si le bailleur a oublié d'indexer le loyer, on peut remonter un peu en arrière, mais pas plus longtemps que 3 mois. Alors, il y a encore, et de manière peut-être un peu plus périphérique, deux incidences en matière de bail à pointer. D'abord, la révision triennale des baux de 9 ans. Alors, vous connaissez peut-être le principe. Le bailleur et le preneur du reste aussi peuvent, dans le cas d'un bail de 9 ans, demander au triennat une révision du loyer, soit parce que sont arrivées des circonstances nouvelles qui modifient la valeur du loyer de 20% au moins, ou alors parce que le bailleur aurait engagé des travaux qui font augmenter la valeur locative normale du bien de 10%, pour autant que ces travaux ne procèdent pas uniquement des devoirs légaux du bailleur en la matière. Eh bien, là aussi, ce dispositif subit des changements à la faveur de cette ordonnance, puisque tout d'abord, on dit que dans cet exercice de révision triennale des baux de 9 ans, les parties peuvent demander l'avis de la commission. Plus fondamentalement, on nous dit aussi que l'étalon pour examiner l'éventuel écart de loyer par rapport au loyer initial, ce n'est plus cet étalon actuel, ce n'est plus la valeur locative normale, c'est le loyer de référence. Et troisième changement, on nous dit aussi que même s'il y a une augmentation de 20%, même si le loyer de référence est plus élevé de 20% à la suite de l'apparition de circonstances nouvelles, eh bien, malgré tout, la révision peut ne pas se faire si, je cite, le bien accuse des défauts de qualité substantiels qui justifieraient cette différence. Donc, si le bien est en mauvais état, pour le dire plus clairement, et c'est le même type de raisonnement qui est appliqué pour l'augmentation de 10% en matière de travaux. Et dernier dispositif qui connaît un changement de ce fait, c'est le lissage des loyers de courte durée. Alors, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais lorsque le bailleur multiplie les baux de courte durée auxquels lui-même met fin, donc pas le locataire, mais auxquels lui-même met fin, eh bien, tous ces baux de courte durée doivent, pendant une durée globale de 9 ans, rester au même niveau que le loyer de départ, évidemment en tenant compte de l'inflation éventuelle, et, dit la loi, on peut aussi prendre en compte des circonstances nouvelles qui augmenteraient le loyer de 20%, en tout cas la valeur locative normale de 20%, ou des travaux qui augmentent de 10%, etc. Et là, on applique les mêmes types de changements que j'ai indiqués pour la révision triennale, on applique ces mêmes types de changements pour ce lissage des loyers de courte durée, comme je l'appelle. Voilà, alors, second grand volet de l'ordonnance, la commission paritaire locative. Quelle est sa mission? Sa mission, elle est claire, c'est, je cite, « rendre des avis sur la justesse du loyer pour tout bail d'habitation en région bruxelloise ». Tout bail, pas complètement. Quels sont les baux éligibles, les baux d'habitation, mais moyennant 2 conditions cumulatives, il ne doit pas, ce bail, être conclu par un opérateur immobilier public ou une agence immobilière sociale. Donc, opérateur immobilier public, c'est par exemple une commune, un CPS, le fonds du logement, etc. Et deuxième condition cumulative, le loyer ne doit pas non plus faire déjà l'objet d'un encadrement. Exemple, les loyers des contrats de quartier, des contrats de rénovation urbaine ou éventuellement des logements conventionnés dans le cadre des charges d'urbanisme, etc. Voilà pour les baux éligibles. Quelle est la composition de cette commission? Eh bien, il faut qu'un nombre pair de membres compose cette assemblée, pair, c'est-à-dire paritaire, à moitié issu du monde des bailleurs et l'autre moitié étant issu du monde des locataires. En tout cas, on parle de représentants des bailleurs, de représentants des locataires. Est-ce qu'une rémunération est prévue pour ces membres? Le principe est acquis, une rémunération est prévue, mais sa hauteur doit encore être décidée par l'exécutif. Qui peut saisir cette commission? 3 catégories différentes de biens, ou pas si différentes que ça, mais en tout cas, la loi
décline ça en 3 temps. D'abord, toute personne intéressée. Toute personne intéressée, ça recouvre évidemment les parties au contrat de bail, bailleur ou preneur, mais ça désigne aussi, le cas échéant, des associations de bailleurs ou de locataires qui agiraient en quelque sorte munis d'un mandat général pour saisir la commission. Deuxième catégorie, le juge lui-même. Le juge lui-même, on vient de le voir dans le cadre d'une demande de révision de loyer pour les loyers abusifs ou révision triennale des baux de 9 ans ou le lissage des loyers pour des baux de courte durée. Le juge peut également alors solliciter, on l'a dit, la commission dans ce cas-là. Troisième catégorie, on nous parle du bailleur. C'est le bailleur, alors il était déjà cité avant, mais là on nous dit le bailleur plus spécifiquement qui peut demander un avis lorsque le loyer après un triennat, donc on est dans un bail de 9 ans visiblement, mais lorsqu'après un triennat, le loyer semble inférieur, donc le loyer initialement convenu semble inférieur au loyer de référence à cette époque du triennat. Et ce, à nouveau, sans que des éléments de défaut, de qualité justifient cette différence. Voilà pour cette saisine. Quid des avis? Là, on est au cœur du linge, en quelque sorte. Comment peut-on appréhender les avis de la commission paritaire locative? D'abord, dire que, en ce qui concerne le contenu, c'est que la commission va se prononcer sur la justesse du loyer et le cas échéant, si le loyer ne lui semble pas juste, la commission proposera un loyer plus adéquat à son estime, un loyer révisé. Et dans la foulée, alors, la commission invite les parties à engager une conciliation sous son égide à propos de ce loyer révisé. Par ailleurs, tous les avis doivent être motivés. En ce qui concerne le vote, on ne va pas se compter de manière arithmétique, en tout cas, c'est pas ça l'esprit, puisqu'on dit que la commission statue de manière collégiale, un peu comme au gouvernement bruxellois, où on discute jusqu'à ce qu'un début de convergence s'installe entre les positions. À mon avis, c'est pas gagné, mais l'avenir le dira. Par ailleurs, comme le nom l'indique, c'est un avis, et l'avis n'est pas contraignant, et donc c'est important à dire, ce n'est qu'un avis, ce n'est jamais la commission qui elle-même va forcer les parties à se mettre d'accord sur le loyer révisé, et la commission n'a pas davantage de pouvoir de changer le contrat de bail et de modifier le loyer au sein de celui-ci. Puis, en termes de publicité de l'avis, à minima, on dit que cet avis devra être disponible sur le site internet de la commission. Quelques éléments de procédure maintenant. Est-ce que la commission est tenue par un délai dans lequel elle devrait rendre son avis? Oui, elle a 2 mois pour statuer. Un autre élément de procédure très intéressant, c'est la recevabilité. Le risque existe que la commission soit noyée sous les demandes et est institué alors un dispositif un peu souple par lequel la commission peut procéder, moi je l'appelle comme ça, un examen de recevabilité, c'est-à-dire se livrer à un examen un petit peu sommaire du dossier pour tout de suite écarter les demandes jugées infondées, je cite, ou déraisonnables, qui ne seraient pas du tout dans le champ de compétences de la commission ou des demandes farfelues ou que c'est. Donc vraiment, c'est un filtre de recevabilité. Il n'empêche, pour écarter de la sorte une telle demande, la commission doit statuer à l'unanimité. Voilà, et en aucun cas, si la demande vient d'un juge, on ne pourra écarter celle-ci pour un problème de recevabilité. Ça vient du juge, alors il faut d'office l'examiner. Ce n'est que si la demande vient des parties qu'alors ce filtre peut s'appliquer. Dernière chose à dire, les aspects institutionnels. Où va être logée cette commission? Eh bien, on nous dit qu'elle le sera au sein du Conseil consultatif du logement, qui a déjà dans son ADN, en quelque sorte, cette philosophie de la concertation, si je puis dire. Mais donc, ce sera quand même un organe à part du Conseil consultatif du logement. Troisième volet, qui est un peu périphérique, mais pas tant que ça à la réflexion, c'est la mention obligatoire du loyer de référence dans le contrat de bail. Alors, jusqu'alors, on imposait que le contrat de bail soit écrit, mentionne une série de points
et on ajoute au sein de ces points le loyer de référence. C'est en cela que consiste cette nouveauté. Quel est l'intérêt postulé de cette mesure? Eh bien, je cite les travaux préparatoires tels quels. Il s'agit de rendre plus accessible la grille par ce biais. Il faut aussi, par là, rendre l'information plus transparente en matière de grille de loyer. Voilà en tout cas la philosophie officielle. Pour terminer sur la description, et puis après je viendrai à mes questionnements, pour terminer sur la description de l'ordonnance, son entrée en vigueur, évidemment, c'est capital. Et première chose à dire, est-ce que cette ordonnance s'applique au contrat en cours? La réponse est oui. On pourrait dire que ça ne s'applique qu'au nouveau contrat. Non, ça s'applique immédiatement au contrat déjà signé, à tous les contrats de baux d'habitation. Et quelle est la date d'entrée en vigueur? Et là, il faut d'emblée instaurer une distinction quant au contenu de l'ordonnance. Pour les deux derniers volets, commission paritaire locative et affichage du loyer de référence dans le bail, eh bien, j'ai le plaisir de vous dire, ou le déplaisir de vous dire que cette ordonnance est déjà en vigueur depuis le 2 décembre 2021. Là, le législateur n'a pas jugé utile de procéder à un report de l'entrée en vigueur. C'est la règle classique, 10 jours après la publication au Moniteur, et donc, boum, depuis le 2 décembre, c'est d'application. Pour la lutte contre le loyer abusif, là, il revient au gouvernement d'arrêter cette date d'entrée en vigueur, sans doute le temps d'affiner la fiabilité de la grille de loyer à qui va être conféré, vous l'aurez compris, un caractère prescriptif, impératif. Alors, une série de questionnements maintenant. Ils sont nombreux, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les passer tous en revue, mais ils ont trait à chacun de ces trois volets. Sur la lutte contre le loyer abusif, de manière d'abord un peu anecdotique, le loyer de référence, on parle toujours de loyer de référence, mais dans le simulateur de grille, on ne parle pas du loyer de référence, en tout cas on ne parle pas d'un loyer de référence, on a la fourchette avec le montant bas et le montant haut, et donc le loyer de référence est plutôt le loyer médian, et il serait bon que le simulateur s'adapte à cette terminologie. Oui, ça je laisse tomber. La grille de loyer, évidemment, elle est maintenant au centre, c'est la pierre d'angle du système de lutte contre les loyers abusifs. Mais force est de constater qu'en ce qui concerne sa représentativité, elle ne couvre peut-être pas un échantillon extrêmement large du bâti. C'est déjà très, très précieux, mais il faudrait sans doute maintenant qu'on passe la démultiplier en quelque sorte. Il faudrait étendre l'échantillon, il faudrait le rendre plus fiable par ailleurs, la rendre plus fiable, cette grille. On le sait, l'IGEAT a travaillé à la question, on le sait, il y a un appel d'offres qui est lancé pour le moment, on le sait, le RBDH et d'autres ont déjà réalisé des études pour montrer parfois le décalage qui existe entre la grille et la réalité du marché, le marché qui est plus souvent supérieur aux valeurs de la grille. Et puis aussi, il faut actualiser cette grille. Les textes de loi indiquent que cette grille doit être mise à jour chaque année. Et donc, il y a tout un travail à faire concernant la grille qui explique notamment l'entrée en vigueur différenciée de la partie qui concerne la lutte contre le loyer abusif. Petite parenthèse, il y a un aspect de la lutte contre le loyer abusif qui est sauvé, qui est déjà rentré en vigueur, c'est la définition même du loyer abusif. Donc, on peut déjà dire aujourd'hui, votre loyer est abusif, mais il n'y a pas encore de possibilité de révision obligatoire par le juge. Mais on peut déjà maintenant, c'est un petit peu ça le message que je voulais faire passer tantôt de manière implicite, on peut déjà maintenant, en théorie en tout cas, saisir la commission pour loyer abusif, puisque et l'un et l'autre sont déjà en vigueur. Quels sont les critères pour la révision du loyer? On dit que le juge ou la commission peut proposer un loyer révisé, mais on ne donne aucun critère pour ce faire. Et là, le juge ou la commission va devoir statuer en équité, peut-être un peu au doigt mouillé, suivant les compétences des uns et des autres. Mais là, il y a une interrogation qui perdure. Le choix a été fait de lier le loyer de référence à la salubrité, puisqu'on a dit que
même si le loyer est dans les clous, le loyer sera quand même considéré abusif s'il y a des défauts au bien, et même si on est au-delà de la grille, le loyer sera malgré tout considéré comme correct si on a une foule d'éléments de confort, etc. C'est un choix politique qui a été fait, je ne vais pas ici le discuter, mais c'est un choix qui n'est pas anodin, puisque un loyer très élevé qui pulvérise la grille, mais afférent à un bien qui recèle 1000 éléments de confort, eh bien, le loyer ne sera pas abusif. C'est un choix que n'ont pas fait les autres pays qui nous environnent, mais il est vrai aussi que les locataires qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent se payer des logements qui recèlent une foule de ces éléments de confort, eh bien, peut-être que ce n'est pas exactement ça le public à privilégier pour cette lutte contre le loyer abusif. Alors ça, je laisse tomber. Je continue pour dire que cette grille ne va pas aller sans engendrer une série de risques pour le bailleur, et on entend souvent ça, et peut-être que le débat sera l'occasion d'instruire ce risque, c'est de dire, alors le bailleur n'investit plus dans le bien, donc le bien tombe en désuétude, il ne va plus l'entretenir. Bon, il y a par ailleurs des obligations d'entretien pesant sur le bailleur, mais voilà, c'est quelque chose qu'on entend. Ou alors que les bailleurs, plus globalement, se retireraient du secteur locatif en général pour vendre leurs biens. Il est possible aussi que les bailleurs surexploitent certains critères de qualité au détriment d'autres, lesquels ceux qui font l'objet d'une bonne répercussion, d'une dure répercussion par la grille, et ceux qui ne sont pas répercutés par la grille, alors eux ne seraient plus alors vraiment investis par le bailleur. On a aussi un risque d'instrumentalisation de la grille. J'ai lu dans le CRI, l'organe officiel du syndicat des propriétaires, que si on sépare un logement par une cloison, si on sépare une chambre par une cloison qu'on a divisée en deux, eh bien alors on pourra cocher espace de rangement dans le simulateur de la grille et ainsi obtenir un loyer plus intéressant. On a aussi ce risque qu'on entend que les bailleurs pourraient faire basculer le bien dans des activités plus rentables que la location, comme par exemple l'hébergement touristique. Ce n'est pas un bail d'habitation. L'hébergement touristique, Airbnb, etc., c'est autre chose. Ce n'est pas soumis à l'ordonnance. Ou alors aussi basculer dans de la colocation. La colocation, elle, est bien assujettie au bail d'habitation. Par contre, il est de notoriété publique que un bien est plus rentable s'il est divisé en différents appartements de colocation, différents espaces de colocation, ne serait-ce que parce que fiscalement, ce n'est pas les loyers réels qui sont taxés, mais le revenu cadastral, mais aussi parce que un arrêt de la Cour d'appel d'il y a quelques mois seulement, 2 mois je crois, a estimé que pour un aménagement en colocation d'un bien précédemment unifamilial, un permis d'urbanisme n'était pas nécessairement requis. Et donc, c'est une tentation qui pourrait venir environner les bailleurs. Autre tentation, autre risque, la multiplication des baux de très courte durée. Pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que plus le bail est court, plus le locataire va se dire, je n'ai pas le courage de me lancer dans une procédure de révision. Voilà, ça ne vaut pas la peine pour 6 mois ou 1 an. Et la seconde raison, c'est que si c'est un bail de courte durée, le locataire peut-être espère une prorogation de ce bail, et donc ce n'est pas le moment de froisser le bailleur en demandant une révision du loyer. Donc voilà pour ce risque-là. Aussi un autre risque, puisque le loyer devient réglementé, c'est qu'alors, par compensation, on augmente le volet lié aux charges, même si là aussi, il y a des règles à respecter. Et pour les derniers questionnements afférents à cette lutte contre le loyer abusif, dire que, je l'ai dit, il y a un temps d'attente minimal pour introduire le recours. Ça a été conçu, je cite, pour atténuer l'atteinte au principe de la convention loi. La convention loi, c'est-à-dire que la convention est la loi des parties, on ne peut pas revenir dessus. Or, demander une révision des loyers, c'est revenir sur la convention qui a été signée. Et donc, pour ne pas trop malmener ce principe, on oblige le locataire à attendre quelques mois avant d'introduire son recours. Ça peut interroger ce temps minimal.
En France, par exemple, on n'a pas de délai de ce type-là. Et par ailleurs, il n'y a pas non plus de délai, enfin là il y a un délai maximal, il y a un délai minimal, je l'ai dit, mais il n'y a pas de délai maximal, c'est-à-dire que le locataire peut introduire une demande de révision aussi longtemps qu'il veut, même à la fin du bail. Et là aussi, ça peut sembler étonnant, ne serait-ce que pour donner de la sécurité juridique aux bailleurs, on pourrait enfermer cette introduction dans un délai maximal. Et donc, là aussi, en France, il y a une différence, c'est qu'il y a un délai maximal pour l'introduction de cette demande. Autre sujet d'étonnement, la rétroactivité qui est limitée dans le temps, on l'a dit, 4 mois en arrière. Si on compare ça avec, par exemple, un défaut de qualité, ben là, par exemple, un défaut de qualité qui entraîne la nullité du bail, un problème de salubrité qui entraîne la nullité du bail, ben là, il n'y a pas de limitation dans le temps de la rétroactivité. Le bail est nul depuis le départ. Tous les loyers doivent être restitués au preneur depuis le départ, lequel doit donner une indemnité d'occupation à son contractant. Là, on considère que le bail n'aurait jamais pu être conclu. Et on peut se demander si une logique similaire n'aurait pas dû prospérer également en termes de loyer abusif. Le législateur ne dit pas loyer exagéré ou supérieur, non, on dit bien que c'est un loyer abusif, donc ça indique quand même une certaine réprobation sociale qui s'attache à ce concept qui pourrait peut-être donner à penser qu'on est en présence d'une norme d'ordre public, que sais-je, mais donc il y a là en tout cas quelque chose qui peut étonner. Et de nouveau, ça va à l'encontre de la France, où là, s'il y a correction du loyer, ça rétroagit au moment de l'entrée en vigueur du bail. Et c'est aussi à l'encontre de la jurisprudence de Saint-Gilles que j'ai énoncée, où là aussi, on a fait rétroagir la restitution d'une fraction du loyer à la date d'entrée en vigueur du bail. Autre motif de questionnement, les baux conclus par un opérateur immobilier public. Alors, j'ai dit tantôt que tous les baux d'habitation sont assujettis à cette règle. Et par exemple, les communes, les CPS, utilisent le bail d'habitation. Il n'y a au fond que les sociétés de logement social sensu stricto qui utilisent un bail ad hoc. Mais pourquoi alors je pose cette question? Parce que, certes, le volet lutte contre le loyer abusif soumet ces baux-là, mais, je l'ai dit tantôt, la commission n'est pas compétente si le bail a été conclu par un tel opérateur immobilier public. Et donc, à la fois, ces bailleurs-là doivent respecter le principe de loyer abusif, mais on a désamorcé, en quelque sorte, désactivé la commission pour eux. Donc, honnêtement, il y a une articulation qui doit être améliorée. Je signale quand même que les communes et CPS, en dehors de réglementations particulières comme les contrats de quartier, contrats de rénovation urbaine, etc., ces communes et CPS peuvent proposer un loyer libre. Et donc, il serait évidemment plus que cohérent de soumettre également ces bailleurs à la réglementation. Dernier questionnement, le recours à la Cour constitutionnelle est annoncé, en tout cas, on a déjà lu des écrits en ce sens. À ma connaissance, il n'a pas encore été déposé, mais il faudra voir ce que la Cour va dire de l'atteinte incontestable au droit de propriété que forme cette ordonnance. Alors, des justifications, évidemment, assortissent cette atteinte au droit de propriété. Est-ce qu'elles seront considérées suffisantes par la Cour? Ça, l'avenir le dira. Hop. Et les interrogations concernant la commission paritaire, d'abord dire qu'il y a encore beaucoup de choses à régler par le gouvernement, beaucoup, les rémunérations, la composition, le fonctionnement, les défauts de qualité substantielle du bien, la publicité, l'évaluation annuelle de la commission. Bref, tout ça doit faire l'objet d'un arrêté d'exécution. Et on connaît pléthore de lois qui ne sont jamais véritablement entrées en vigueur, faute pour le gouvernement d'avoir prolongé le travail par un arrêté d'exécution. Deuxième élément, on peut se demander si la saisine de la commission n'est pas un peu large ou un peu trop large, puisqu'on dit que c'est toute personne intéressée, c'est toute association, on ne demande pas un agrément particulier, contrairement par exemple aux
à la lutte contre les logements inoccupés. Là, il faut un agrément. Pour les associations, ici, visiblement, il n'en faut pas. Malgré le fil de recevabilité, est-ce qu'il n'y aura pas un afflux de plaintes? Par ailleurs, on dit que c'est juste pour la justesse du loyer, indépendamment de l'inscription de cette demande dans une demande précise permise par la loi. C'est peut-être juste à titre informatif qu'on pourrait alors demander la saisine de la commission. Donc tout ça élargit encore, à mon avis, le spectre potentiel des demandes. Alors, j'ai dit tantôt que le bailleur avait une saisine particulière en cas de différence négative de 30% entre le loyer de départ et le loyer au triennat, le loyer de référence au triennat. Pourquoi pas, mais là, de nouveau, ça ne s'inscrit pas dans une possibilité légale. Il n'y a aucune loi qui dit que dans ce cas-là, 30%, alors le bailleur pourrait corriger le loyer. Non, on a déjà la révision triennale des baux de 9 ans et on n'y touche évidemment pas. Et donc, je ne vois pas très bien ce que ça vient faire. Quel est l'avantage de la commission par rapport à la saisine directe du juge? Mais on peut se poser la question. Si le locataire veut vraiment aboutir à une révision, quel est l'avantage pour lui de passer par une commission? Ça peut être vu comme une chicane procédurale peut-être inutile, ça a une petite perte de temps, puisque de toute façon, ce n'est pas la commission qui va pouvoir imposer ce nouveau loyer. Elle invite à la conciliation, mais elle ne peut pas forcer les parties à s'entendre, et elle peut encore moins imposer d'autorité un nouveau loyer. Donc, ça risque de quand même aller chez le juge si les bailleurs ne sont pas d'accord avec le loyer, la proposition de loyer révisée. Donc là, on peut s'interroger sur l'intérêt pour les locataires. Alors, quelle participation des bailleurs? Les bailleurs ont déjà dit, dans des termes virils, que je ne reproduirai pas ici, mais qu'ils ne comptaient pas du tout investir cette instance. C'est leur droit, mais alors comment va fonctionner cette instance sans les bailleurs? Mais les locataires, eux aussi, il faudra voir quel est, je l'ai dit, quel est leur intérêt. On sait bien, et je ne parle pas des représentants nécessairement, mais des locataires eux-mêmes. Le RBDH a bien montré que les demandes en justice ne sont portées qu'à hauteur de 7% par les locataires, le reste étant issu, l'immense majorité des demandes étant issues des bailleurs. Donc on le sait qu'il y a une vraie difficulté psychologique, matérielle pour un locataire d'aller saisir une instance officielle, fût-elle paritaire, fût-elle non juridictionnelle comme la commission paritaire locative. Eh bien, là, on a aussi certains motifs, sinon d'inquiétude, mais en tout cas, on a besoin d'éléments pour rassurer les locataires. Je l'ai dit, les opérateurs immobiliers publics sortent du champ de compétences de la CPL. À mon sens, ils devraient y rester, vu qu'ils ne proposent pas tous des loyers déjà plafonnés. Par ailleurs, une autre réflexion, mais un peu dans le sens de ce que je venais de dire, faut pas oublier, et ça déforce peut-être encore un peu l'intérêt qu'on peut prêter à une instance de ce type-là, c'est que les avis ne sont pas contraignants, c'est un avis, et aussi, même en cas d'accord, ces accords ne peuvent pas, comme dans une médiation par exemple, faire l'objet d'une exécution forcée par l'entremise d'une homologation devant le juge de paix. Les représentants des bailleurs et locataires ne sont pas des médiateurs agréés, et donc même s'il y a un accord, on ne pourra pas lui donner exécution forcée, et donc ça va peut-être dissuader certaines personnes de passer par la commission. Dernier questionnement, quel est le premier bilan de l'entrée en vigueur? Normalement, c'était un peu à titre de provocation, hein, que je dis que depuis le 2 décembre, on peut aller saisir la CPL, etc. À mon sens, d'après mes informations, elle n'existe pas encore dans les faits. Et donc, évidemment, ce premier bilan, il est vite fait, mais il faut respecter le texte de loi. Si on a décidé de ne pas surseoir à l'entrée en vigueur, eh bien, il faut au plus vite qu'on ait un arrêté du gouvernement pour mettre tout ça en musique. Alors, pour terminer, très rapide, questionnement relatif à la mention du loyer de référence dans le contrat de bail. Ça peut sembler tardif. L'idée, je l'ai dit, c'est de permettre une négociation peut-être plus équilibrée entre le locataire et le propriétaire, plus de transparence. Mais honnêtement, alors si c'est ça l'objectif, c'est pas dans le contrat de bail qu'il faut indiquer le loyer de référence, mais c'est peut-être
dans l'affichage, dans l'annonce. Peut-être que c'est là qu'il faudrait, si on veut vraiment agir sur la capacité de négociation du locataire, c'est peut-être en amont qu'on aurait plutôt dû agir. Quand on signe le contrat de bail, mais au fond, c'est déjà trop tard, hein, tout a déjà été négocié. Deuxième questionnement, quelle sanction, quelle efficacité pour la sanction? Pour le bailleur qui ne mentionnerait pas le loyer de référence dans le bail, il faut savoir que cette nouveauté est donc inscrite, j'ai dit, dans une disposition qui impose un bail écrit. Et la sanction attachée à cet article, c'est que si le bailleur ne fait pas un écrit comme prescrit par la loi, alors le locataire peut saisir le juge pour que ce juge transcrive en quelque sorte le bail oral, le couche par écrit. Pourquoi pas? Mais moi, honnêtement, je n'ai jamais vu un seul jugement de ce type-là. C'est rarissime qu'on saisisse le juge pour coucher par écrit le contenu d'un bail qui n'a pas été rédigé par écrit. Et donc, ce dispositif se greffe sur une sanction notoirement dépourvue d'efficacité. Donc, ça appelle évidemment un questionnement de ma part. Et troisième ou avant-dernier questionnement, un risque d'effet pervers qui est clair, puisque, et le président l'a dit, la grille de loyer, le loyer de référence est un loyer moyen qui reflète les valeurs du marché. Donc, il y a des loyers aujourd'hui qui sont en dessous de la grille de référence, comme il y a des loyers qui sont au-dessus. Mais puisque le bailleur doit mettre dans le contrat de bail le loyer de référence et qu'éventuellement ce bailleur comptait, peut-être mal informé des valeurs du marché, peut-être que ce bailleur comptait proposer un loyer inférieur au loyer de référence, le bailleur, évidemment, va se dire, mais je serais un petit peu sot de me contenter de ce loyer inférieur. Maintenant, j'ai appris que le loyer moyen était celui-là. Pourquoi je me priverais de ce différentiel? Alors, on ne fait pas ici de procès d'intention, mais c'est un risque, en tout cas, qui existe, un risque d'effet pervers, puisqu'alors, ça va évidemment à l'encontre de l'objectif postulé. Premier bilan de l'entrée en vigueur. Puisque c'est en vigueur depuis 3-4 mois, où est-ce qu'on en est? Et force est de constater, j'ai encore vérifié ce matin, que ni le contrat type de bail officiel de la région bruxelloise, ni les annexes explicatives ne contiennent encore cette obligation de mention du loyer de référence. Et donc, il serait bon que les pouvoirs publics commencent par s'appliquer à eux-mêmes les prescriptions qu'ils entendent imposées aux autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Merci beaucoup, Nicolas. Je ne sais pas comment il faut dire exactement, parce qu'on s'est déjà croisés à de nombreuses reprises. Donc, merci beaucoup pour cet exposé qui, je pense, a bien exposé le contenu de l'ordonnance avec toute une série de questions qu'elle pose. Je dirais que certaines de ces questions, en effet, voilà, donc quand on est soi-même juriste, on se dit qu'un texte de loi aurait été mieux rédigé si on avait été seul à le faire. Donc c'est tout à fait évident. Donc il faudra que la pratique trouve son chemin dans une série des questions qui ont été posées. Je pense par exemple à la question de savoir pourquoi s'adresser au fond d'abord à la commission et pas d'abord au juge. Donc c'est une bonne question. En ce qui me concerne personnellement, si j'étais avocat, je conseillerais de faire d'abord le détour par le juge. Mais il faudra voir un petit peu comment la pratique donc va se positionner sur toutes ces questions. Donc la question constitutionnelle. Donc on verra effectivement si un recours est introduit ce que dira la Cour constitutionnelle. On peut quand même dire à ce niveau-là que le législateur bruxellois a pris quand même certaines précautions en obtenant un avis quand même très détaillé, notamment sur cette question de la part du Conseil d'État. Alors bien entendu, le Conseil d'État n'est pas la Cour constitutionnelle, donc il peut toujours y avoir une divergence d'appréciation entre les deux. Mais enfin, bon, le Conseil d'État quand même, me semble-t-il, rendu un avis relativement fouillé donc sur la question. Reste alors évidemment la question de base, qui est donc que permettra finalement cette ordonnance. Et effectivement, ce qu'elle vise, c'est de lutter contre les loyers abusifs. Et donc, quand nous avons étudié la question donc à Brut Partners, enfin ce qui s'appelait à l'époque le Conseil économique et social, effectivement, donc nous avons pris pour hypothèse qu'il y a un intérêt
qu'il existe à Bruxelles, notamment dans le segment inférieur du marché locatif, des loyers qui sont en fait, qui apparaissent disproportionnés par rapport à la qualité du bien, par rapport au fond à un état normal du marché. Donc on s'était même risqué à faire une évaluation chiffrée du nombre de loyers que ça pourrait concerner. Donc ça ne concerne, je dirais que à supposer qu'on résolve par cette ordonnance la totalité de ces loyers extraordinaires ou abusifs ou etc. Ça ne réglera pas bien entendu la tension fondamentale qui existe sur le marché, le fait que, comme vous l'avez rappelé donc en introduction, il y a en fait trop peu de logements pour trop de monde et que donc en fait les loyers à Bruxelles sont déjà élevés par rapport aux autres régions pour des biens de qualité équivalente. Donc ça, ce n'est probablement pas en effet la grille indicative des loyers qui va régler ça. Cette grille, comme l'observe d'ailleurs une des personnes qui se sont exprimées dans la rubrique questions, quelque part elle va refléter l'état du marché. Elle permettra éventuellement de sanctionner les abus par rapport à cet état du marché. Mais je veux dire, le déséquilibre fondamental qui peut exister, là, il faut alors chercher ou trouver d'autres moyens. Et alors, par ailleurs, effectivement, donc même si formellement l'ordonnance est en vigueur en ce qui concerne la commission paritaire locative, cette commission paritaire locative n'a pas encore été instituée. J'avoue que je n'ai plus le texte exactement sous les yeux pour voir s'il y a encore des mesures réglementaires d'exécution à prendre. Mais en tout cas, il y a en tout cas à tout le moins des mesures d'exécution à prendre, à savoir nommer des membres. Et alors donc effectivement, on verra comment les choses vont évoluer. Il est vrai que certains représentants de bailleurs disent ne pas souhaiter investir là-dedans. Il faudra voir quelles associations auront à la fois les compétences et la volonté de travailler là-dedans. Enfin, tout ça, ça doit encore se décanter. Et donc, effectivement, ça pourra encore prendre un petit temps avant que cette ordonnance soit réellement entrée dans la pratique. Mais enfin, donc il nous a quand même semblé utile de faire le point après son vote et son entrée en vigueur, ne serait-ce que formelle, dans une partie. Alors j'essaye de lire les questions qui ont été posées dans le chat. Oui, donc une réflexion, c'est qu'à Paris, avec une réglementation similaire, il n'y a eu que 300 cas de demande de baisse de loyer en 1 an et demi. Peut-on espérer mieux à Bruxelles? Moi, ce que j'ai à dire, mais je laisserai aussi Nicolas Bernard s'exprimer sur la question. En tant que Bru-Partners, donc nous n'avons pas, comment dirais-je, envisagé un chiffre bien précis pour mesurer le succès de l'initiative. Donc, s'il y a peu de cas, mais moins de loyers abusifs, de notre point de vue, bien entendu, l'objectif est atteint. Le même questionnant nous dit peut-on avoir une autre référence que le marché pour créer la grille? Mais en fait, non. Hein, je veux dire, le but est bien d'avoir un marché, en tout cas normal, pour déterminer cette grille, ce qui n'empêche pas que bon, c'est tout un travail de le faire. Alors, oui, donc je vois une question. Le bailleur peut obtenir un loyer réévalué devant la commission. Ce faisant, il peut obtenir une réévaluation plus importante qu'autorisée aujourd'hui, à savoir une simple indexation. Est-ce qu'on ne revient pas aussi sur une garantie qui existe? Donc, je suppose que ça, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure, la révision triennale, je suppose que c'est de ça qu'il s'agit, la révision triennale du bail, ou éventuellement lorsqu'il y a des travaux qui ont été accomplis. Donc, je laisserai Nicolas Bernard répondre à cette question. Si la grille des loyers n'est pas réactualisée au-delà de l'inflation,
elle peut constituer un outil de modération globale des loyers à moyen terme. Oui, donc en fait, la question que moi je voudrais poser, en fait, est-ce que le contexte bruxellois n'impose pas en fait d'aller au-delà de ce que le législateur a déjà décidé? Donc ça, je voudrais entendre le professeur Bernard là-dessus. Et alors, effectivement, une question. Donc, effectivement, il y a plusieurs personnes qui peuvent saisir la commission paritaire ou le juge. Est-ce que donc on a cité donc professeur, vous avez cité un certain nombre d'associations. Est-ce que ça peut être le cas aussi d'un CPS? Donc, qui est appelé à fournir une aide à une personne, est-ce que lui pourrait lui aussi donc entamer une telle action ou une commune, donc dans le cadre aussi de sa politique du logement. Voilà, un certain nombre de réflexions et aussi de questions complémentaires auxquelles je vous laisse l'espace qu'il faut pour répondre. Merci. Alors, toute question parfaitement légitime et judicieuse. Je vais commencer peut-être par celle qui fait le lien avec Paris. Et c'est vrai, hein, je l'ai pas indiqué, mais c'est vrai qu'à Paris, la submersion annoncée n'a pas eu lieu, donc on n'a pas un tsunami de demandes. Mais malgré tout, je reste avec mon questionnement parce que à Bruxelles, il y a une déconnexion entre l'office de la commission et les possibilités légales d'augmentation du loyer. Et à Paris, il n'y a pas cette déconnexion. La commission départementale de conciliation est saisie dans un cadre précis, c'est faire jouer les possibilités de révision du loyer. Mais ici, la commission, on l'a saisie non pas uniquement pour avoir un loyer révisé, mais, je cite la loi, pour avoir un avis sur la justesse du loyer. Donc, il n'y a pas, en quelque sorte, de conditions préalables d'inscription dans un dispositif légal de modification du loyer en cours de bail. Donc, tout le monde peut saisir la commission, c'est ce que je disais, à titre informatif. Et ça, c'est la grosse différence par rapport au contexte parisien. Et donc, de nouveau, je ne veux pas crier au loup, hein, mais mon but, comme juriste, c'est de dire, attention, il y a peut-être là quelque chose dont les législateurs n'ont pas pris l'exacte mesure, qu'on en fait une espèce d'instance comme ça, très ouverte, un peu comme un simulateur de loyer, mais en chair et en os avec plusieurs partenaires, etc. Et à mon avis, ça va quand même introduire un certain appel d'air, mais voilà, on va le voir, on verra l'avenir. Deuxièmement, et là aussi peut-être lever une idée reçue, je vois dans les questions que grâce à la commission, etc., on pourra obtenir une réévaluation plus importante qu'aujourd'hui par la simple indexation. Est-ce que ce n'est pas une violation du standstill? Et ça me donne l'occasion d'insister à nouveau sur cette confusion, et cette question en est la preuve, c'est que la commission n'est pas là pour modifier le loyer. Elle est là pour donner un avis et inviter les parties à la conciliation. Alors, si les parties sont d'accord sur un nouveau loyer, eh bien, alors là, pas de problème, on fait un avenant au bail et hop, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais honnêtement, il m'étonnerait que cette conciliation aboutisse comme ça aussi facilement. Et donc, il faudra, si on veut vraiment que ce loyer soit révisé, il faudra s'inscrire dans une des possibilités actuelles prévues dans l'ordonnance bail. Et ces possibilités, elles sont évidemment très limitées pour le bailleur. Pour le bailleur, c'est facile, c'est uniquement dans le cadre d'une révision triennale d'un bail de 9 ans. Le bailleur n'a pas, en tout cas l'ordonnance bail ne le prévoit pas, n'a pas un droit pour un bail de courte durée, par exemple, le bailleur n'a pas le droit, après par exemple 2 ans, il n'a pas le droit de dire, ben, au fond, la valeur de mon bien a augmenté de 30% par rapport au loyer de départ, boum,
je demande un avis et hop, sur cette base, automatiquement, je pourrais avoir l'augmentation. Non, la commission s'inscrit dans les cadres préexistants d'augmentation du loyer en cours de bail. Et donc, à mon sens, on ne pourra pas obtenir, à part les possibilités existantes de révision triennale du bail de 9 ans, on ne pourra pas obtenir une augmentation de loyer comme ça, en plein milieu de n'importe quel type de bail, au-delà de l'indexation. Alors, sur la saisine par la commune et le CPS, saisine de la commission, très bonne question aussi. Alors, la loi dit toute personne intéressée. Voilà, ça commence par ça, toute personne intéressée. Et les travaux préparatoires, donc le commentaire des articles, le commentaire officiel fait par les auteurs de la proposition d'ordonnance, désigne uniquement par là les associations de défense des bailleurs et des locataires. Ça, c'est l'exemple cité. Mais les travaux préparatoires disent, par exemple, une association de défense des bailleurs ou des locataires. Donc, ça n'épuise pas ce concept de toute personne intéressée. Et donc, en droit, ce qui n'est pas exclu doit être permis. Et donc, rien pour moi ne saurait empêcher une commune, un CPS, de saisir également la commission, même si ce n'est peut-être pas nécessairement l'esprit de cette disposition. L'esprit de cette disposition, c'est de dire, si le locataire se sent mal à l'aise, entre guillemets, d'attaquer son propre bailleur, si la saisine est le fait d'une association tierce, alors peut-être qu'il serait peut-être plus enclin à s'associer à une démarche de ce type-là, un petit peu comme Ounia qui peut agir en discrimination à la place d'une personne qui s'estime victime d'une telle inégalité de traitement. Ça, c'est l'esprit. Et donc, comme une CPS, ça rentre peut-être moins dans cette philosophie, mais il n'empêche, le texte, littéralement, ne l'interdit pas. Alors, dire aussi, une autre chose que le texte n'impose pas, c'est qu'il y ait un mandat exprès. Et ça pose question. Alors, je le dis maintenant parce que la conversation roule sur cet aspect-là. On dit bien toute personne intéressée et pas nécessairement toute personne mandatée par le locataire ou par le bailleur. Et donc, il n'est pas exclu, à lire le texte en tout cas, que peut-être une association ou une personne intéressée agisse contre le gré du locataire. Alors j'imagine qu'il y aura un minimum de concertation, c'est la moindre des choses. C'est toujours dangereux de vouloir faire le bien contre le gré des gens, mais il n'empêche, le texte, la lettre du texte en tout cas, ne requiert pas un mandat préalable de la part de l'une ou de l'autre des parties au contrat de bail. Là aussi, je serais curieux de voir ce que la pratique va en dire. Alors, est-ce qu'il y avait encore une question? Je ne sais plus, je relis. Alors, il y a des questions qui se sont surajoutées, mais je ne sais pas, je laisse peut-être au président le soin de les filtrer, ou en tout cas, j'ai répondu à la première salve de questions qu'il m'avait adressées. Monsieur Polsterman, non, il y a juste votre micro qui est déconnecté. Voilà. Avant toutes ces histoires de webinaire, j'étais au bord de la fracture numérique et depuis lors, j'ai fait un grand pas en avant. Voilà. Donc, parmi les questions qui sont venues par la suite, la première, je ne sais pas s'il y a moyen d'y répondre actuellement, puisque cette grille est en train d'être revue, sauf erreur de ma part. Mais est-ce qu'on tient compte là-dedans et dans quelle mesure de la performance énergétique du bâtiment? Donc, qui est un sujet fort aussi discuté actuellement. Et alors, d'autre part, quelles sont les modalités de contrôle des loyers en cas de baux de courte durée successifs? Ça, vous pourrez peut-être répondre aussi. L'aspect successif, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, oui, tout à fait. Le gradient PEB est compris dans la grille depuis le départ sur le principe et dans l'arrêté, c'était très clair. Et c'est ce qu'on appelle un facteur de majoration.
Une fois qu'on a le loyer de référence, on peut encore l'augmenter en présence d'éléments de confort, dont un bon gradient énergétique. Et par exemple, si vous avez le label A, boum, c'est 150 € en plus, le label B, 100, etc. Et puis, à partir de F et G, là, il y a une minoration du loyer de référence. Donc oui, évidemment, la PEB est comprise, même si on constate que, là on est plus dans l'ordre du choix politique, même si on constate que sur le plan statistique des faits, ce n'est pas vraiment cette variable qui va déterminer une partie importante du loyer. Les variables vraiment importantes, je parle sur le plan statistique, hein, c'est la localisation, la superficie, l'état du bien. Voilà ce qui, statistiquement, dans ce qu'on appelle la régression linéaire multiple, voilà ce qui pèse comme facteur. Mais ici, là, la région bruxelloise a voulu greffer à ce matériau statistique certains objectifs plus politiques, un peu de souhaitabilité en quelque sorte. Et alors, l'autre, c'est quels sont les modes de contrôle du lissage des baux de courte durée? Ben, c'est facile, il n'y en a pas. C'est un grand crève-cœur pour le juriste que je suis. Et quelles que soient les opinions des uns et des autres, quand on a une loi qui reste aussi notoirement dépourvue du moindre début d'effectivité, ben pour tout juriste, c'est vraiment un crève-cœur. Cette disposition, elle existe depuis 1997, déjà à l'époque fédérale, et aucun moyen de contrôle existant n'existe puisqu'il n'y a aucun cadastre centralisé des loyers qui permettrait au locataire numéro 2 d'aller consulter le loyer acquitté par son prédécesseur, par le locataire numéro 1. Et donc, puisqu'il n'y a pas moyen de se caler sur le loyer de départ, de le connaître, l'enregistrement ne le permet pas. L'enregistrement du bail, d'abord à supposer que tous les baux sont enregistrés, mais l'enregistrement du bail, ce n'est pas une grande base de données ouverte à tous, loin de là. Et donc, faute de pouvoir connaître ce loyer précédent, il n'y a pas de possibilité de contrôle, faute de cadastre aussi, raison pour laquelle, c'est une proposition que j'avais faite d'ailleurs en son temps, raison pour laquelle on pourrait, dans l'attente d'un tel cadastre centralisé, on pourrait, par exemple, imposer comme mention sur l'affiche, imposer la mention du loyer précédent. C'est exactement, figurez-vous, ce qui se passe déjà en France. En France, il faut indiquer le loyer précédent et donc on pourrait très bien dupliquer ce dispositif en Belgique, pas uniquement pour des motifs militants, mais simplement pour donner effet à la disposition légale qui existe déjà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle existe déjà, cette disposition légale, et il faut lui donner exécution. Dans l'attente de ce registre, on peut lui donner exécution par ce procédé-là. Voilà. Attendez, est-ce que ça va? Mon micro est réactivé. OK. Donc, merci beaucoup. Bien, oui, je vais quand même vous reposer la question. Est-ce que vous avez connaissance de villes, disons, qu'on pourrait plus ou moins comparer sociologiquement à Bruxelles, qui, enfin, dans un régime politique et économique plus ou moins comparable, où il y aurait, au-delà d'un moyen pour lutter contre les loyers abusifs, d'avoir réellement une régulation du montant des loyers pour, en fait, responsabiliser les propriétaires dans ce qui est inscrit dans le code du logement, à savoir le droit de toute personne à avoir un loyer de qualité, donc accessible en fonction de ses revenus. Hein, donc ici, la loi, enfin l'ordonnance dont nous parlons, elle ne garantit pas en soi ce droit. Elle dit simplement, dans ce droit, la part de responsabilité des bailleurs est privée, on va dire, des bailleurs privés, est de fournir un logement
répondant aux normes et dont le loyer ne soit pas abusif. Ça, c'est la responsabilité propre des bailleurs privés. Le fait que le montant du loyer soit en adéquation avec les loyers, avec les revenus du locataire. Donc ça, ce n'est pas sa responsabilité. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des pays ou des villes qui seraient allés plus loin en régulant carrément le montant des loyers de façon à éviter des hausses excessives, donc eu égard aux revenus des gens? Oui, c'est juste, j'avais perdu de vue votre question. Alors, je ne suis pas sociologue, hein, donc je n'ai pas la prétention de connaître tous les régimes locatifs des pays européens et extra-européens. Mais à ma connaissance, on n'a pas de ville où le marché privé, les loyers du marché privé dépendent des revenus des locataires. Ça n'existe pas. Et j'ai envie de dire, le logement social est là pour ça. C'est le seul segment du bâti qui calque en partie, à tout le moins, les loyers sur la capacité contributive du preneur. C'est vraiment ça l'originalité foncière du logement social et son caractère irremplaçable, ne serait-ce que pour cette raison-là. Donc ça n'existe pas, à ma connaissance, mais je vois qu'il y a des sociologues dans l'assistance virtuelle, ils pourront éventuellement en dire plus. Et de manière générale, sur votre sous-question sur la philosophie de ce loyer abusif qui reflète les valeurs du marché, et ça, en effet, vous avez raison, ce loyer ne reproduit pas certaines valeurs ou bien des maximaux qu'on ne peut en aucun cas dépasser, maximaux fixés ab initio, donc à l'avance, indépendamment du marché. Mais, sauf erreur là aussi, je ne connais pas non plus de pays européens où on déconnecte complètement la régulation des loyers des valeurs du marché. Souvent, dans les pays limitrophes, le loyer maximal, il est calculé par comparaison avec les loyers existants. Et notre revenu cadastral, du reste, c'est un peu la même chose aussi. Hein, c'est par comparaison avec des biens qui sont objectivement similaires qu'on calcule le revenu cadastral. Et donc, pour les régulations de loyer, c'est aussi un système de comparaison qui joue. Et on ne calcule en tout cas pas les revenus des locataires. Mais il y a quand même peut-être, ça c'est intéressant, au Luxembourg, le système, sauf erreur, mais il faudrait que j'aille réétudier tout ça, je l'avais fait il y a quelques années, mais là on va plutôt calquer le loyer régulé sur l'investissement que le bien a coûté au bailleur. Et donc, quelque part, on plafonne l'intérêt, la rente que le bailleur peut tirer de son bien, c'est-à-dire le loyer doit représenter une fraction du coût d'investissement, l'achat et les travaux de rénovation, etc. Et c'est d'autant plus intéressant que dans une série de nos réglementations bruxelloises en matière de régulation de loyer, par exemple pour les contrats de quartier ou l'aide locative du fonds du logement, etc., là on dit justement que, ou les logements conventionnés des charges d'urbanisme, là on dit que le loyer doit correspondre à un pourcentage maximum du coût d'investissement, du prix de revient, quelque sorte. Donc, il y aurait du sens, en tout cas, à réfléchir à cette idée de dire si le bien a coûté beaucoup au propriétaire, il est en droit d'en attendre beaucoup en termes de loyer, et à contrario, si le bien n'a pas coûté beaucoup au bailleur, etc. Et donc, ça, c'est une voie peut-être médiane qui pourrait être instruite. Ou ça pourrait peut-être devenir enfin, on va pas parler de jurisprudence, mais ça pourrait devenir un petit peu le raisonnement qui pourrait être tenu par la commission paritaire. Hein, donc, effectivement, pour déterminer finalement si un loyer est abusif ou pas, c'est d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui est un rendement normal finalement pour un investissement immobilier. Enfin, mais ça nous porte dans le futur, donc ça on verra bien. Exactement, parce que comme je l'ai dit, on a des critères pour savoir si le loyer est abusif, mais on n'a aucun critère qui va guider la définition du loyer révisé.
Et donc là, en effet, on devra être sensible à d'autres logiques éventuellement que la simple logique du marché. C'est parfait. Eh bien, donc je surveille, j'ai le regard braqué sur ma rubrique questions, mais il y a quelques minutes qu'elle ne s'est plus remplie. Je pense que nous avons passé en revue les questions ou les remarques qui se sont exprimées. Je pense, voilà, donc à 13h45, c'est à peu près l'heure. Parfois, ça déborde un petit peu, je dirais que c'est l'heure, le temps moyen de nos webinaires. Je voudrais remercier beaucoup Nicolas Bernard pour son exposé et son éclairage par rapport aux questions. Qui, de mon point de vue, les deux ont été, de mon point de vue, tout à fait éclairants. Je signale que Bru Partners a recommencé un petit peu ses travaux, notre commission logement a un petit peu recommencé ses travaux sur cette question-là, notamment pour donner éventuellement, dans le but, je l'espère, de donner des signaux au gouvernement pour effectivement exécuter cette ordonnance, selon la logique qui a été décidé par le Parlement. Voilà, mais ça j'anticipe encore une fois. Mais je signale que cette chose est en cours. Voilà. Il me reste à remercier tout le monde. Nicolas Bernard pour son exposé, le service communication de Bru Partners pour les arrangements techniques, et je l'admire d'autant plus que c'est chaque fois infaillible. Si c'est moi par exemple qui devais s'en occuper, c'est chaque fois la catastrophe. Ici ça se produit toujours sans tâche. Et un tout grand merci aussi à tous ceux d'entre vous qui ont participé à ce webinaire et notamment à ceux qui l'ont enrichi par leurs questions. Alors, il me reste le soin d'annoncer le prochain webinaire. Je vais passer la parole à Coralie parce que j'ai oublié mon petit papier où j'avais noté tout ça. Voilà. Coralie, s'il te plaît. Oui, le prochain webinaire de Bru Partners sera consacré à l'usage du numérique dans le domaine de la santé et aura lieu fin avril, donc après les vacances de Pâques. La date est encore à déterminer et à être communiquée, mais elle portera donc bien sur l'usage du numérique dans la santé. Voilà. Et tout sera communiqué comme d'habitude sur le site internet de Bru Partners, les réseaux sociaux et pour ceux qui sont inscrits au sein de la base de données via mail. Et à l'issue de ce webinaire-ci, dès cet après-midi, vous pourrez donc retrouver la présentation de M. Bernard sur le site internet de Bru Partners. J'ai mis le lien dans le chat. Et il y aura également un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube et le lien est également dans le chat un petit peu plus haut. Voilà. Eh bien voilà. Ceci étant, je pense, le mot de la fin. Encore merci à tout le monde et bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir.